offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines, culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux. Le génie du christianisme avec Éric Picard, tous les vendredis à 15h et le dimanche à 22h30. Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphren. Le grand débat en présence de Guillaume Goubert, de Priscilla de Selve et de Jean Sevilla. Seconde partie du grand débat, on va commencer par la polémique au sujet de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui est au cœur d'une polémique. Elle risque de devoir mettre la clé sous la porte d'ici fin février, la fin du mois donc, après que 13 pays, dont d'importants donateurs, ont annoncé suspendre leur financement. Elle est au cœur d'une polémique, sachant que l'UNRWA, puisque c'est son nom donc au titre de l'ONU, non onusien, elle a annoncé récemment qu'environ 300 000 personnes étaient aujourd'hui en risque sérieux de mort par famine, en particulier dans le nord de Gaza, où sont restés, malgré les injonctions de Tsahal, un nombre important d'habitants qui n'ont aucune possibilité de partir au sud pour se ravitailler. On s'interroge d'ailleurs encore sur les buts de cette guerre entre Israël et Gaza, et c'est vrai que peut-être que vous avez des informations à nous faire partager sur la question, en tout cas des réflexions, pour savoir vers quoi on se dirige précisément et qui gagne, on ne sait pas très bien non plus. Priscilla, Jean Sevilla et Guillaume Goubert. Priscilla ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse savoir Le but de la guerre. Parce que l'information est tellement verrouillée par le gouvernement israélien. Il faut rappeler quand même que dans cette guerre, elle se joue à huis clos. C'est-à-dire qu'à part les journalistes palestiniens qui sont sur place et qui font partie des morts aussi, il n'y a quasiment aucun journaliste étranger qui peut pénétrer librement dans cette enclave, mis à part les quelques qui ont été embedded, c'est-à-dire embarqués avec l'armée israélienne. Une guerre sans images, une guerre sans journalistes, c'est une guerre où les gens meurent dans le silence, un silence assourdissant. On est à 25 000 morts palestiniens à peu près à Gaza. C'est dramatique ce qui se passe là-bas. C'est vraiment remarquez, dramatique. il y a d'autres guerres comme ça, la guerre Oui, du au Kivu Yémen, sur il y des en a- millions de morts, oui, le oui, Yémen, oui, non, l'Érythrée et mais l'Éthiopie. ça n'empêche qu'il faut Hmm. se révolter à chaque fois et qu'il faut en parler à chaque fois. C'est notre rôle de journaliste. Que se passe-t-il avec cette agence alors, Jean Sevilla ? Moi, je n'ai pas d'informations particulières. Je voudrais juste réagir à ce que dit ma consoeur à côté. Même s'il y avait des journalistes, et les journalistes sur le terrain, enfin, je veux dire, dans toute guerre, dans tout théâtre de guerre, quand il y a des journalistes qui se promènent librement, ils se promènent en réalité jamais librement, parce que pour des raisons de sécurité, on les emmène là, etc. Et donc, de toute façon, l'information n'est jamais. En Ukraine, il y a jamais des journalistes claire. qui se promènent, entre guillemets, librement. Oui. Bon. Dans tout cas, bon, c'est un problème qui est, j'allais dire un gros mot, mais Le fait qu'il y ait des reporters de guerre, vous dites, ça n'apporte pas nécessairement sur le conflit. une vision d'ensemble, une vision éclairée. Un reporter de guerre, il va apporter un regard précis sur un tel front, ce qui s'est passé, voilà, mais un regard géopolitique global, les arrière-pensées politiques, où on en est réellement, les négociations par derrière, parce qu'il y a toujours, dans tout conflit, il y a des négociations. On ne sait pas, et les reporters sur place, il ne le saura pas non plus. Voilà. Donc, mais je suis... Le prix moi Albert aussi- Londres a été remis à une journaliste, je crois, du Figaro d'ailleurs, non, qui s'était rendue sur le front ukrainien, me semble-t-il. Ukrainien, Oui, tout à fait, une absolument. jeune journaliste. Oui, tout à fait. C'est un moyen d'obtenir un prix, d'aller sur un front. Oui, non, mais c'est courageux Non, aussi. Je ne suis pas sûre qu'elle ait fait ça pour ça. Oui, voilà, on est d'accord. C'est très courageux par ailleurs. Je ne me moque pas de mes confrères qui vont se promener sur un théâtre de guerre. Moi, je me contente d'aller dans la bibliothèque, c'est plus calme. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Ça ne change Louis. pas la perception Le problème, du c'est conflit. voilà, c'est de votre émission. C'est pas un reproche, mais ça fait depuis le mois d'octobre, on dit les mêmes choses. Mais c'est bien. Voilà, et on dira les mêmes choses. Je crains dans 3 mois encore. Vous voyez, c'est un problème indébrouillable pour prendre. Alors, sur cette agence, Jean, Priscilla et Guillaume, sur cette agence, elle est Il accusée. semblerait que les accusations soient fondées. Voilà. Il y a 12 de ils ces sont- 30 000 employés qui sont accusés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. L'institution elle-même se défend guère de ces accusations, donc elle les reconnaît à moitié. Voilà. Donc, Non, elle le reconnaît tout à fait. Elle a licencié, oui, ses bien employés. sûr, et une oui, enquête voilà. est en cours, Voilà. missionnée par Mais l'ONU. jusqu'à quel point ils étaient complices de. Voilà. Mais la question, la question, c'est évidemment le drame aussi, c'est que cette agence ne gère pas simplement que Gaza, elle gère l'ensemble du problème palestinien, parce que les Palestiniens, il y en a partout.
partout, enfin, dans tout le Moyen-Orient. Donc c'est en effet un problème tout à fait dramatique. Non, mais qu'est-ce que c'est que l'UNRWA? C'est une agence onusienne qui a été créée après la première guerre israélo-palestinienne en 1949 pour suivre les 700 000 Palestiniens qui ont fui ou qui ont leur pays, leur terre. Et c'est les descendants de ces Palestiniens qui sont aujourd'hui pris en charge parce que réfugiés. Il y a 6 millions de Palestiniens qui dépendent aujourd'hui de cette aide, qui est une aide scolaire, qui est une aide humanitaire. Enfin, il y a plein de choses qui dépendent de l'UNRWA. Et ces 6 millions de Palestiniens qui sont aujourd'hui menacés par la cessation de paiement des contributeurs de cette agence onusienne. Et donc, il y a des vies entre parenthèses. Il y a des vies entre parenthèses. Vous citiez tout à l'heure le fait qu'il y ait des gens qui sont menacés de mort par la faim aujourd'hui dans le nord de Gaza. Mais le drame des Palestiniens, globalement, c'est qu'ils sont prisonniers eux-mêmes de leurs propres extrémistes. Je veux dire, voilà. Et donc, c'est là où ça devient... Et comme entre les extrémistes et Israël, il n'y a pas de dialogue possible, c'est une situation bloquée. Et je ne sais pas comment on sortira de ce blocage. Guillaume Gobert. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a cité le nombre d'employés de l'agence à Gaza qui est de 13 000, si je ne me trompe pas. Oui, 13 000. Il y a sur ces 13 000, il y aurait 12 personnes d'après Israël. Je veux dire, si après des mois et des mois de conflit, Israël n'a trouvé que 12 cas douteux, ça prouverait, à mes yeux, ça prouverait plutôt que l'agence gère relativement bien ce problème. Alors, il y a d'autres accusations qui sont portées, notamment sur ce qui est enseigné dans les écoles financées par l'agence, etc. Bon, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais je trouve quand même frappant qu'Israël, qui aurait tout intérêt à discréditer davantage cette agence, n'ait trouvé que 12 cas litigieux. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que cette agence rend un grand service à Israël, parce que sinon, ce serait à Israël de prendre en charge, en tant que puissance occupante, ce serait à Israël de prendre en charge les sujets que gère cette agence et que la communauté internationale, comme on dit, prend en charge depuis donc 1948 pour faire face aux conséquences des guerres dans cette région. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. C'est que c'est pas la première fois qu'Israël s'en prend à l'UNRWA. C'est pas la première fois parce que cette agence a pour particularité de gérer le statut de réfugiés, dans l'attente d'une solution juste et durable de leur situation. De fait, l'existence de cette agence rappelle à Israël que ces Palestiniens sont appelés à retourner un jour sur leur terre. C'est un droit que leur dénie Israël depuis 1948. Donc c'est une épine dans le pied d'Israël, cette agence. Ceci explique aussi cela. Donc c'est à la fois ce qui permet de subvenir aux besoins de ces personnes et en même temps, c'est ce qui renvoie Israël à la délicatesse de la situation dans laquelle ce pays se trouve. Être proposé pour le prix Nobel de la paix en soi, c'est une forme de reconnaissance. Il y a un député travailliste norvégien qui a fait cette suggestion de proposer cette agence comme prix Nobel de la paix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il faut en penser quelque chose d'ailleurs. Moi, je pense que le prix Nobel de la paix se porte de plus en plus mal, à la fois parce que malheureusement, dans le domaine de la paix, on n'a pas pu enregistrer beaucoup d'avancées probantes ces dernières années, c'est plutôt le contraire. Et d'autre part, parce qu'on voit bien à quel point c'est un exercice difficile de désigner des personnalités ou des institutions comme étant des parangons de paix. Je pense qu'il y a certainement un certain nombre, quand on gère une situation aussi, moi aussi je suis tenté d'employer un mot assez grossier, une situation aussi épouvantable que celle des réfugiés palestiniens, enfin aussi complexe, aussi interminable, etc. Je veux dire, l'UNRWA, fait de son mieux, mais il y a forcément des choses qui sont pas formidables là-dedans. Donc, dire que ça mérite le prix Nobel de la paix, personnellement, ça ne me paraît pas une bonne idée. J'ai une question d'éthique professionnelle, tenez, pour vous trois. Je me pose la question, on reçoit des dépêches d'agences, de l'agence France Presse, qui nous disent selon le ministère de la Santé du Hamas, il y a tant de morts dans la bande de Gaza, etc. Ma question, c'est vrai que c'est un petit peu curieux de voir le ministère de la Santé du Hamas, parce que ça a l'air de dire que le Hamas est un gouvernement et qu'il y a un ministère. Le Hamas a été élu par les Palestiniens, et c'est l'autorité qui a été élue sur le territoire de Gaza. Je sais bien, mais c'est vrai que ça pose la question de savoir si un mouvement terroriste qui donne de l'information doit pouvoir voir son information répercutée. Qu'est-ce que vous en faites, vous ? Moi, je vous pose juste la question. D'abord, le Hamas a été élu en 2007 par les Palestiniens aux dernières élections législatives. Il n'y en a pas eu depuis. Donc, d'une part, il y a deux branches. Il y avait deux branches au Hamas. Il y avait une branche politique et une branche militaire. C'est la branche politique qui a été élue et qui gère de fait
notamment le territoire de Gaza. Il n'y a pas d'autres autorités reconnues sur place. Donc, Donc pour vous, Priscilla, Non, mais ça ne le pose fait pas de de problème de le sourcer- dire. Non, mais que l'AFP source, elle est obligée de le faire, de dire que c'est le Hamas qui donne ces chiffres. C'est-à-dire qu'on est dans une perpétuelle guerre des chiffres, dans une guerre. Donc c'est normal qu'elle source d'où viennent ces chiffres, en fait. Guillaume? Je veux dire, dès lors que c'est la seule source disponible, qu'elle est sourcée, c'est quand même clair, le ministère de la Santé du Hamas. Ça amène votre question, et je pense que ça amène beaucoup de gens qui écoutent à se poser la question de se dire, ces chiffres sont-ils fiables? Voilà, donc je pense que d'un point de vue de la pratique professionnelle, il n'y a pas de scandale. Par ailleurs, j'ai entendu des humanitaires dire que en d'autres périodes, a posteriori, les chiffres donnés par le Hamas se révélaient pas si éloignés de la réalité. Donc, voilà. Mais je n'en sais pas plus. Jean-Sébia? Bon, moi, je m'interroge sur la sincérité des scrutins qui ont porté le Hamas au pouvoir. Je veux dire jusqu'à quel point le Hamas fait aussi tout pour empêcher l'émergence d'autres autorités ou d'autres forces politiques au sein de la bande de Gaza. Donc, de toute façon, est-ce qu'il est vraiment représentatif? Est-ce qu'il est vraiment légitime? Alors oui, formellement, on va dire oui, c'est lui qui a été le vainqueur des élections. Maintenant, est-ce que ces élections sont sincères? Je pose la question. Et sur le fait de citer la source ou de répercuter l'info? Ah bah ça, c'est formellement, vous êtes obligé de le faire. Mais simplement, moi, j'emploierais pas le terme de ministère, parce que là, c'est une administration, mais du Hamas que je considère, moi, comme une organisation terroriste. Donc, ce qui pose Vous problème. n'êtes pas le seul à la considérer comme terroriste. Oui, L'Union européenne, les États-Unis. On est d'accord, oui. Je veux dire, j'adore à ce point de vue, j'adhère à ce point de vue ce que je voulais dire. En fait, ça veut dire, est-ce que le fait qu'une autorité, si tant est que ce soit une autorité, donc soit qualifiée de terroriste, que ça oblige d'un point de vue informationnel à la mettre dans une certaine case et à pas lui donner la même légitimité que prendre d'autres? des gants. Et c'est ce que fait l'AFP et toutes les agences de presse qui sont sur le terrain. Alors, un autre sujet, à moins que vous ayez des éléments d'éclairage supplémentaires. On reçoit une misère, je me sens maltraité. Alors, on n'est pas au Proche-Orient, hein, je ne fais pas d'amalgame entre des situations qui n'ont rien à voir. Mais plusieurs milliers d'enseignants et d'autres personnels de l'éducation en grève ont manifesté hier pour alerter sur leurs conditions de travail. Ce n'est pas très nouveau de voir les enseignants dans la rue, mais enfin, c'est une forme de réplique du petit tremblement de terre qu'il y a eu au début de l'année avec la polémique Oudéa-Castéra, qui nous a emmené d'abord sur les propos qu'elle a pu tenir pour justifier de la présence de son fils dans le privé, et puis qui nous a emmené ensuite sur la controverse Stanislas, les cours de catéchèse, etc. Alors, je ne dis pas qu'on tire à la ligne sur ce sujet dont on ne parle plus parce qu'une polémique chasse l'autre et qu'on passe à autre chose, mais c'est intéressant quand même, au regard de cette mobilisation dans le public, de voir comment vous resituez les choses un petit peu dans le temps long de ce mois de janvier qui s'achève. Guillaume Goubert. Je pense qu'on parlait tout à l'heure des agriculteurs. Une chose qu'on a beaucoup entendue dans le conflit des agriculteurs, c'est que c'est une profession, on l'a un peu dit tout à l'heure d'ailleurs, que c'est une profession qui se sent mal comprise, mal reconnue, etc. Je pense qu'il y a un petit peu la même chose chez les enseignants en général, et spécialement chez les enseignants du public. Et pour là aussi faire un lien avec un sujet qu'on a évoqué, la smicardisation, les enseignants sont touchés par le phénomène de la smicardisation. Il y a alors, j'ai plus en tête j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, ce qui est embêtant pour un ancien journaliste économique, mais je pense que oui, c'est ça, dans les années 80, un enseignant débutant était à 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, il est à 1,2. Donc, sentiment d'une profession qui a le sentiment d'être déclassée, de ne pas être considérée, qu'on lui envoie toujours à la figure ses congés d'été, et qui, du coup, oui, il y a beaucoup d'amertume quand on voit le ministre qui fait un mauvais procès à l'école où était son fils. Mauvais procès? Oui. Mauvais procès pour vous? C'est une moi, maladresse ou une part de maladresse, bien sûr, mais je veux dire, il y a un truc qui ne pardonne plus en politique, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Or, en l'occurrence, visiblement, les raisons que Madame la ministre a données pour enlever son fils de l'école publique, assez favorisé, il faut bien le dire. Rue Littré, Oui. qui est déjà dans le 6e. Pour le mettre à Stanislas, ce n'étaient pas les vraies raisons. Donc, elle le paye extrêmement cher. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'elle n'assume pas surtout son choix. C'est un peu dommage quand même. C'est pas la première ministre, enfin, c'est pas la première, au sens, pas première ministre, mais qui a mis ses enfants dans le privé. Et c'est très bien. Certes non. Le système français le permet. C'est un droit. Nous avons le droit de mettre nos enfants où nous le souhaitons. J'en sais bien.
Non, il faut distinguer 3 sujets. Il y a le malaise enseignant, c'est un compte. Il y a la position de la ministre actuelle, qui est un deuxième sujet, et Stanislas, qui est un troisième sujet. Ce sont des dossiers qui sont été liés par la polémique. Prenons-les rapidement un par un, si vous voulez, Jean. Commencez par le premier. Le premier, la condition enseignante est devenue déplorable. Si on compare en effet le salaire des enseignants en France et celui des enseignants en Allemagne, il y a un différentiel, mais qui est considérable. C'est évident qu'il y a une spécialisation du personnel enseignant public et privé aussi, d'ailleurs, en France. Donc c'est évident. C'est la même chose pour les médecins, d'ailleurs, en Allemagne. Le problème aussi, c'est que on retombe sur ces problèmes c'est le mammouth, c'est-à-dire que si on regarde le budget global du ministère de l'Éducation nationale. D'abord, le nombre de professeurs qui sont vraiment en train d'enseigner est minime, minime, pas minime. Enfin, il y a j'ai l'expression maladroite. Non, je retire le mot. Attention, ça coûte cher, l'expression maladroite en ce moment. Je veux dire, il y a un pourcentage d'enseignants qui font autre chose que l'enseignement qui est comme extrêmement important. Donc, il y a un problème d'organisation. Donc, trop de technocratie, pas assez de profs. Voilà, pas assez de profs sur le terrain. Et je veux dire, si on dégraissait le mammouth, qui est le vieux rêve dont on parle depuis tous les ministères, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en parle. Depuis que je suis journaliste, on entend parler de ça. C'est évident, on n'y arrive pas. Bon, il faudrait une volonté politique, il faudrait une volonté de faire. Il n'y a pas ça. C'est évident. Mais l'argument, c'est de dire moins de profs, ça veut dire des salaires plus élevés, des traitements plus élevés. Si vous aviez moins de les profs. enseignants sont victimes eux-mêmes d'un système ils appartiennent à une administration qui est devenue gigantesque et qui est équivalent Moi, je trouve que déjà, un pays qui de l'armée rouge, on disait à l'époque. Un pays qui tape sur ses enseignants, c'est un pays qui est malade quand même. Nous sommes, je sais pas, j'ai parlé pour moi. Moi, je suis mère de 3 enfants. À chaque fois que j'ai mis mon enfant dans une école publique et privée, j'ai fait une petite prière en espérant que l'enseignant de son année scolaire soit quelqu'un qui l'inspire. Ce sont des gens formidables. Moi, je remercie les enseignants de mes enfants. Certains les ont portés à bout de bras. Et ça, c'est la réalité quand même de la France. Ils sont ces enseignants dans le public et dans le privé, parce qu'ils sont pas mieux payés que dans le privé. Ils sont mal considérés, ils sont mal payés. On connaît mal leur métier et en même temps on souhaite que nos enfants aient les meilleurs. Et ce qui est tragique, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à trouver des enseignants dans certaines disciplines, au collège, au lycée, notamment en maths par exemple. Mais c'est normal, quand vous êtes payé 1 600 € par mois alors que vous avez un diplôme d'ingénieur, c'est normal. C'est normal. Bah oui. Et moi, ça, je ne sais pas quoi faire contre ça. Moi, ça me désole, en fait, qu'on ait une si mauvaise image de ce métier qui est absolument fondamental. Alors ça, c'est le premier sujet. Donc la condition enseignante, on est à peu près, je pense, tous d'accord là-dessus. Le deuxième sujet, Jean. D'abord, je pense que c'est une erreur de prendre... si, à la rigueur, on a vu un ministre de l'Éducation nationale et on lui avait dit, en plus, tu vas prendre les sports. Bon, déjà, ça, on peut en discuter, mais c'est acceptable. Mais là, on a un ministre des Sports à qui on dit, tiens, en plus, tu vas prendre l'Éducation nationale comme si c'était... On attend toujours le secrétaire d'État. C'est quand même sidérant. Je veux dire, l'Éducation nationale, c'est un ministère fondamental. Il est sidérant. Et en plus, la personne, elle est extrêmement maladroite. Elle n'est pas à l'aise dans cette situation-là. Voilà, c'est une chose. Et puis, du coup, sa maladresse pour sa réponse sur ces enfants qui sont à Stan ont entraîné Stan dans une polémique dont se sont servis des gens qui, eux, avaient un dossier préparé depuis longtemps. Mediapart, évidemment, avait son dossier Stan. Ils veulent se payer Stan depuis longtemps. Et il y a un moment où PNL a dit, là, on appuie sur le bouton. Je veux dire, mais leur dossier était prêt depuis longtemps, c'est évident. Voilà. Mais c'est un problème totalement distinct. Et je veux dire... on ne sait pas qui a donné le dossier à PNL. Vous avez les infos là-dessus? Non, je ne les ai pas. Non, mais c'est une question que je pose, parce qu'on se dit, tiens, le dossier paraît dans Mediapart, mais il y a forcément quelqu'un qui passe le dossier. Dans le dossier. Enfin, je veux dire, soyons oui. honnêtes. Oui, déjà, peu de journalistes l'ont lu, objectivement. Il est disponible. Voilà, c'est essentiellement pointé du doigt les cours de catéchisme, qui sont donc, on le rappelle, des cours qui ne sont pas obligatoires et qui sont faits par des intervenants extérieurs, souvent pas ou peu formés. J'ai été catéchiste, je sais, je peux parler. Et qui se permettent d'avoir des propos qui sont à la limite de la légalité, notamment des propos homophobes. Donc, Stan a géré ce dossier, notamment un intervenent, et il a viré ce cas. Non, mais là où je vous rejoins entièrement, c'est que Stan n'est pas emblématique des établissements catholiques en France. Il y a 7200 établissements catholiques privés en France. Forcément, quand on est catholique, on est privé. Sur 7500 établissements privés,
ça regroupe une hétérogénéité d'établissements qui ne sont pas forcément parmi les plus privilégiés, qui n'accueillent pas forcément les publics les plus privilégiés. Il y a beaucoup d'établissements professionnels agricoles, il y a beaucoup d'établissements, de petits établissements qui font un travail remarquable, un maillage de terrain là où les établissements publics ne sont pas. Il faut le rappeler quand même. La France, le système éducatif français ne fonctionnerait pas sans les établissements privés, et notamment catholiques, qui sont majoritaires. Guillaume Gobert. Je pense que ce qui devient plus difficile aujourd'hui pour l'école catholique, c'est le fait que la société se sécularise de plus en plus. Je veux dire, il y a 2, 3, 4 générations, il n'y avait pas une grande différence d'éthos éthique, culturelle entre le monde catholique et le reste de la société. Et cet écart va en s'élargissant. Et c'est quelque chose qui est forcément difficile à gérer. Beaucoup d'écoles catholiques accueillent des enfants d'autres religions. Dans les écoles catholiques de la banlieue parisienne, il se trouve que j'ai 2 petits-fils qui sont scolarisés dans une telle situation. Quand je vais les chercher à l'école, je vois bien qu'il y a une diversité de publics très très grande, avec des enfants de bien des origines. Et voilà, et c'est des situations qui sont quand même relativement complexes à gérer, il faut bien le dire. Alors quand ça s'applique à un cas comme Stanislas, qui est un établissement, je pense que ce n'est pas lui faire injure de dire que c'est un établissement élitiste, eh bien effectivement, ça se prête assez facilement à des caricatures et à des instrumentalisations. L'institution catholique n'est pas beaucoup entrée dans cette polémique liée au collège Stanislas. On n'a pas beaucoup entendu des voix s'élever, non? Est-ce que... Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Stanislas s'est défendu soi-même assez bien. C'est un... Non, mais on fait un procès... Enfin, Mediapart fait un procès de type idéologique à Stanislas. On reproche à cette école, qui est en effet une école d'excellence, je préfère ce terme à celui d'élitiste, de maintenir une identité chrétienne assumée. Voilà, elle maintient les deux. Il y a un niveau d'excellence sur le Moi, plan j'aimerais scolaire. interroger cette notion d'identité chrétienne. Parce que pour moi, pardon, mais l'identité chrétienne, alors Stanislas est un établissement qui élimine, enfin, le terme n'est pas très joli, mais qui va demander à certains de ses élèves qui ne sont pas au niveau de partir. Ça fait partie de ces établissements privés catholiques qui font cet écrémage-là. Et moi, je m'interroge, est-ce qu'un établissement catholique, est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est son ADN? Moi, je pense que l'éducation catholique, et pour avoir fréquenté un peu l'enseignement catholique diocésain à Paris, l'esprit que doit insuffler ces établissements, c'est l'accueil de tous, quel que soit leur niveau scolaire, pour amener chaque élève, chaque enfant à son point d'excellence. Mais le taux de mixité à Stan est plutôt bon. Enfin, si je puis dire. Oui. Par rapport à ces équivalents publics, son indice, Henri IV ou il y a un indice qui est un indice factuel, c'est un outil, ça s'appelle l'IPS. l'IPS. L'indice de position sociale. Pour Stanislas, il est de 147, là où la moyenne nationale, c'est plutôt... mais ça va jusqu'à 185. Donc 147, c'est quand même pas mal. Mais moi, j'aimerais... À chaque fois, ça me fait rire, parce que parlons des établissements publics qui sont situés dans les mêmes arrondissements, dans le 6e arrondissement. Quand on a des établissements comme Jean-Baptiste Say, qui est à 147, Henri IV, qui est à 151, Victor Hugo, qui est à 150, il faut arrêter. Donc le public, en fait, et le privé jouent dans la même cour. Ce qui est le plus dommage dans cette histoire, c'est que le privé est comme le public. Exactement, il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de guerre scolaire. Ceux qui parlent de guerre scolaire, ça signifie rien. Oui, mais donc c'est idéologique. Je suis désolé. Si on fait un procès à Stan, c'est idéologique. On lui reproche. Oui, bien sûr, mais Stanislas... le problème, c'est qu'on s'attaque à Stan, on s'attaque à l'ensemble du système qui est beaucoup plus vertueux et beaucoup plus ouvert et beaucoup plus mixte socialement parlant que Stanislas, qui est un cas à part, comme d'autres cas à part. Nous sommes bien d'accord, mais on ne peut pas reprocher à un établissement d'avoir une politique. Moi, je trouve très, très, très sain en soi qu'il y ait des établissements qui aient une politique voulue d'excellence. Ça nous permet de voir. Mais s'il n'y avait que ça, il y a une grande partie des élèves qui seraient mis sur le banc. Mais je suis d'accord, mais on est bien d'accord. Mais moi, j'ai eu ce problème-là comme père de famille. Moi, mes enfants n'étaient pas excellents. Je veux dire, donc j'ai cherché des établissements qui les accueillaient, des établissements catholiques. Ça, c'est la force du privé, c'est la force du privé catholique. Aussi d'avoir cette liberté pédagogique et ces systèmes éducatifs un peu différents. Il y a d'autres écoles catholiques dans la région parisienne que Stanislas. Si on a des enfants qui ne sont pas au niveau de Stanislas, on n'essaye pas de les inscrire à Stanislas. C'est aussi cette Finalement, c'est une forme de marché. On
se positionne sur moi, je me réjouis qu'il existe cette école d'excellence. Voilà, c'est bien. Mais est-ce qu'elle est mise en cause, cette école d'excellence? Pas forcément. C'est plutôt le caractère propre si c'est un procès idéologique. Ça. Oui, mais c'est parce que idéologiquement, il y en a que ça gêne que de l'école catholique produise de l'excellence. Voilà, c'est un procès fait au catholicisme, en réalité. Allez, on va rester sur ce mot de catholicisme et on n'en voudra pas, précisément. Merci beaucoup à tous les trois. Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction de La Croix, Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, et Jean Sévilla, journaliste, rédacteur en chef aussi au Figaro Histoire et Figaro Magazine. Je vous souhaite à tous les trois une excellente journée. Je vous retrouve quant à moi lundi prochain à partir de 7h, bien sûr. Et puis on va se quitter avec les infos dans une poignée de secondes. Car comme chaque matin, c'est Radio Vatican, le journal de la rédaction française, puisqu'il est 8h30.